Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons Karine de Gunst. Nous avions déjà reçu Karine pour nous parler de son précédent ouvrage La Mue. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son livre Félicitations, c'est une fille, paru aux éditions Ex Aequo, où elle nous raconte avec beaucoup d'humour son parcours PMA. Bonjour Karine. Bonjour Evelyne. Donc, tu as écrit ce livre, Félicitations, c'est une fille, qui est donc publié chez Ex Aequo. Tout à fait, chez Ex Aequo Éditions. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Donc j'ai écrit Félicitations, c'est une fille aux éditions Ex Aequo parce que j'ai toujours eu une écriture un peu cathartique. Donc j'écris sur ce que je traverse et ça me permet de m'en distancier. Et donc ça, je l'ai écrit quand j'étais en parcours PMA, donc de procréation médicalement assistée, pour raconter justement le parcours vécu de l'intérieur d'un couple, parce que j'avais pas trouvé en librairie beaucoup de témoignages par ce biais. En fait, il y avait évidemment le biais scientifique, des médecins qui écrivaient sur le sujet, mais pas de parcours, j'avais pas trouvé en tout cas quelque chose qui m'avait touché au niveau du parcours de ceux qui vivent la PMA, donc c'est-à-dire les patients comme moi et mon conjoint. Et surtout, j'avais envie de mettre un petit peu d'humour dans tout ça, parce que je fonctionne comme ça permet de une mise à distance, d'écrire, voilà, le stylo devient un vecteur de mise à distance pour narrer un petit peu ce qui se passe émotionnellement et dans tous les domaines dans ce genre de parcours. Donc j'ai voulu écrire ce livre pour permettre à d'autres personnes éventuellement de pouvoir se distancier, de pouvoir découvrir s'ils ne connaissaient pas ce que c'était la PMA, ou que le livre ça soit une sorte de témoin, qu'on puisse se passer en famille ou entre amis pour découvrir un petit peu ce que l'un ou l'autre vit, et en riant un peu, parce que voilà, l'humour à mon avis devrait drainer tous les maux de la société. C'est beaucoup plus facile à appréhender comme ça. C'est vrai que je le recommande vraiment à tous les couples qui vivent cette expérience, qui est une expérience difficile et douloureuse, parce que l'humour permet d'abord de se reconnaître dans ce que on vit, parce que bien sûr ce que tu as vécu, les gens vont le retrouver dans leur propre histoire, mais avec justement aussi cette distance, on peut enfin rire aussi de ces difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est finalement un parcours PMA? Ça veut dire quoi dans le concret, dans le quotidien? Bon, alors les parcours PMA sont multiples, ils vont pas être les mêmes d'une personne à l'autre, mais on rentre en PMA pas par hasard, on rentre en PMA parce que on a des difficultés à procréer naturellement, donc selon l'âge, on va aller vers la PMA rapidement ou après plus de temps. Nous, c'est vrai qu'on avait à l'époque une toute petite trentaine avec mon conjoint quand on a commencé le parcours. Donc du coup, on va d'abord consulter un médecin, un gynécologue de ville, qui va peut-être, en l'occurrence, moi ça a été le cas, il a testé des inducteurs d'ovulation comme le clomifène, des inducteurs d'ovulation pour tester un petit peu ce qui pouvait être testable sans être spécialisé en gynéco. Donc ça n'a pas marché, donc j'étais voir un autre gynéco qui était pour le coup là toujours pas spécialisé. Je crois que j'ai vu 2 gynécos pas spécialisés qui ne s'intéressaient qu'à mon cas, on en a parlé tout à l'heure, mais en effet c'était mon corps qui était visé, pour l'instant ne s'intéressait pas au corps de l'autre. Donc quand j'ai j'ai vraiment immergé dans la PMA avec un gynécologue spécialisé qu'on m'avait recommandé, à ce moment-là, on fait des examens, on fait un spermogramme pour monsieur, on fait une hystérosalpingographie qui est un examen des trompes pour la femme, puis d'autres examens, des dosages hormonaux, etc. Il y a quand même une bonne batterie d'examens, faut être prête. Parce qu'en plus ils ont tous leur laboratoire attitré, il y en a qui veulent tel laboratoire, tel autre examen dans un autre laboratoire, c'est très administratif et ça prend beaucoup de temps. Et donc quand on a ciblé le problème, là en l'occurrence moi j'avais des ovaires micro-polykystiques, donc c'est pas une crise grecque, ça n'a rien à voir. C'est juste des mini-kystes dans les ovaires qui permettaient pas d'avoir une ovulation de très bonne qualité, et
Mon conjoint de l'époque avait un spermogramme qui était pas tip top. Enfin, nos problèmes confondus faisaient que naturellement ça allait être compliqué de procréer. Donc à ce moment-là, on va commencer par des inséminations. On passe pas tout de suite aux fécondations in vitro, donc insémination avec conjoint, donc IAC dans le jargon de la PMA, puisque IAD c'est insémination avec donneur, donc nous c'était pas notre cas. Donc là on fait un recueil de sperme, on m'a stimulé au niveau hormonal, pardon. Donc ça, ce sont des médicaments. Ça c'est c'est des injections moi pour le coup. Et puis après on déclenche l'injection avec encore un autre produit qui va stimuler l'ovulation. Et quand les paramètres sont au vert, à ce moment-là on nous demande de venir dans l'hôpital pour justement se faire inséminer. Donc c'est toujours un peu bizarre comme pratique où on regarde dans la salle d'attente où on voit toutes ces femmes et tous ces hommes et en gros je sais pas, on a un peu la jument et un peu les étalons, c'est très chelou. Et voilà, donc malheureusement ça n'a pas marché avec les inséminations, j'en ai fait 3 de mémoire, et donc on est passé là à la grosse Bertha, puisqu'il fallait sortir l'artillerie lourde, et donc on est passé aux fécondations in vitro. Donc il y a plusieurs sortes de fécondation in vitro selon les problématiques de couple ou les problématiques de la femme. Donc en l'occurrence moi c'était une FIV classique. Donc ce qu'on appelle une FIV classique, c'est on prélève les ovules, donc on stimule, là encore on a un cheval de course, on va stimuler à bloc le métabolisme féminin pour qu'elle produise beaucoup d'ovocytes, qu'on va ponctionner sous anesthésie générale ou locale. Moi j'avais choisi une anesthésie locale. Je me souviens du bruit que l'aspirateur faisait. J'ai pas un aspirateur ovocyte. Je préfère les Dyson, perso, mais c'était un aspirateur ovocyte. Ça faisait vraiment boop, boop. Moi, j'ai l'impression c'était très bizarre. Et donc, on prélève les ovocytes, on les met en laboratoire en lien avec le sperme qui a été récolté, et donc la nature fait un petit peu son office dans ce cas-là, où les ovules vont aller rencontrer les spermatozoïdes de façon naturelle, et donc créer des embryons qu'on va mettre en culture pendant 2 ou 3 jours, voire 5 jours pour pousser au stade qu'on appelait blastocyste, je crois. Et après on les réimplante dans le corps de la femme. Donc moi c'est ce qu'on a fait, on a poussé à 2-3 jours et puis en fonction de la qualité des embryons ils implantent les meilleurs et on voit ce que ça donne. Voilà. Et parfois on passe à l'ICSI. Et parfois on passe à l'ICSI qui là pour le coup est intracytoplasmic sperm injection. On met carrément le spermatozoïde dans l'ovule, voilà, en espérant qu'il se développe correctement. Alors là, on a vraiment eu un cours d'anatomie. Ouais, je sais pas. Et donc, passons plus aux aspects psychologiques, parce que tu nous racontes tout ça, mais en fait, derrière toutes ces étapes, il y a effectivement beaucoup de souffrance, beaucoup de troubles de l'humeur presque, avec ces traitements. Alors, pour commencer par le commencement, toi, tu trouves normal d'endosser la responsabilité de l'infertilité du couple, puisque d'ailleurs tu as bien dit que finalement on saura plus tard que vous avez une hypofertilité chacun, et cette hypofertilité de toi et de ton conjoint fait que vous avez une infertilité de couple. Ce n'est pas nécessairement un qui est responsable dans le couple, c'est parfois une espèce de responsabilité partagée, mais les femmes ont tendance à porter le chapeau, et tu l'as bien porté ce chapeau. Oui, je l'ai bien porté, elle était bien collée à ma tête. Oui, en fait c'est même pas une question que je me posais, ce qui est quand même assez terrible à dire, enfin ça c'était il y a un peu plus de 13-14 ans, mais je m'étais pas posé la question de est-ce que c'est moi qui ai un souci ou est-ce que c'est mon conjoint, et surtout le corps médical en face, en tout cas les gynécologues qui n'étaient pas spécialisés que j'ai pu voir, n'ont jamais évoqué le fait que ça soit potentiellement mon conjoint qui soit la pièce un petit peu défaillante du couple au niveau de la fertilité. Donc c'est à la limite très sereinement que j'endossais, comme beaucoup de femmes avant moi, notamment je pense aux reines répudiées pour infertilité, alors que si ça se trouve c'était plutôt le petit roi qui pouvait pas. Donc tu es une Catherine de Médicis qui mais voilà, tout à fait. C'est ça. Enfin, elle a quand même 6 enfants. Elle a quand même 6 l'opération enfants, de son petit bonhomme de roi. Oui, voilà, fallait juste un petit ajustement.
Mais oui, je m'étais pas posé la question, et c'est comme tu disais, quand par contre on est rentré en PMA avec, évidemment là il demande des examens des deux côtés, que je me suis dit, en fait il n'y a pas que moi qui ai peut-être un problème, et il s'est en effet avéré que nous avions des soucis tous les deux qui provoquaient en couple une inadéquation reproductive et qui allait nous faire passer par la PMA. Et comment ça s'est passé pour ton conjoint quand il a appris qu'il était aussi, co-responsable en tout cas, de cette infertilité du couple? Oui, autant je pense que les femmes endossent plus facilement la responsabilité d'un petit peu de tout. Peut-être qu'on a un peu sadomaso, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, oui, l'échec de pas être fertile ou de pas être ultra fertile ou très fertile ou juste d'avoir un spermogramme qui était pas dans les normes, ça a été compliqué à gérer en effet pour lui qui quand même était quelqu'un de brillant, qui avait fait des belles études, qui avait beaucoup de postes, c'était un petit peu une petite chape de plomb qui tombait sur ses épaules, donc moi je partageais la chape, donc je m'allégeais un petit peu, mais lui ça a été un petit peu dur à gérer en effet de remettre en cause, je sais pas s'ils associent ça à la virilité ou j'en sais rien, ce qui est absolument pas associable parce que c'est complètement des choses complètement différentes et dissociées, mais il y avait ces interrogations une perte de confiance en lui qui n'était pas forcément justifiable, mais qui était la sienne en tout cas et son ressenti de l'époque. Il est passé outre après, mais moi d'un autre côté ça m'allégeait, je trouvais ça plus juste, plus équilibré que le poids ne soit pas que sur Catherine de Médicis, tu vois. donc ouais, ça a été moi un allègement et lui une petite chape de plomb qui s'est rajoutée, et puis au niveau des émotions, puisque t'en parlais, c'est vrai que on sait tous comment on est quand on est en syndrome prémenstruel. Moi je sais que je suis pas forcément très aimable, je suis un peu noire, je vais rarement être rigolote, j'ai un jour un petit peu down, et là c'est vrai qu'on est boosté aux hormones, et en fait je pense que le corps ne sait plus où il en est, mais du coup les émotions sont complètement déstabilisées, et comme on n'a pas appris à écouter son corps, de toute façon dans nos sociétés, on sait plus ce qui est de l'ordre qui est induit par la médicamentation. On sait pas, on a un peu perdu en fait, vraiment au niveau des émotions. Moi, je me reconnaissais pas forcément, moi qui suis très linéaire, très constante dans mon comportement. Là, j'avais des pics d'irritabilité, des pics de noirceur. Que j'attribuais pas forcément aux hormones, alors que ça quand même, ça devait être à 90% être la résultante de cette médication poussée à l'extrême pour justement produire des ovocytes. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué à gérer parce que l'autre en plus est dans le parcours mais n'a pas ses inducteurs d'ovulation, ses stimulateurs, toute cette médicament, et du coup c'est compliqué, j'imagine aussi pour lui de voir sa moitié devenir un petit peu chèvre, alors que c'est pas palpable, il y a pas de, alors qu'avant elle était plutôt constante, et donc c'est dur des deux côtés, celui qui supporte et celle qui supporte aussi, parce qu'en fait il y a une sorte de ligne qui est coupée au niveau du dialogue, et on se comprend plus parce que l'autre vit pas les mêmes choses, et du coup il y a peut-être aussi, alors moi je sais que je pouvais lui en vouloir, alors c'était pas de sa faute, mais je pouvais peut-être inconsciemment lui en vouloir de devoir subir tout ça, parce que en tant que corps féminin, je suis le corps qui porte tout de façon logique, et du coup je pouvais avoir peut-être être un petit peu désagréable, parce que inconsciemment je me disais j'en ai marre que les femmes portent tout, que ça soit toujours et que l'autre en face ne comprenne pas en plus pourquoi je suis dans cet état-là, mais parce qu'il ne vivait pas forcément la même chose non plus. Mais donc c'est, on va dire pour le couple c'est quand même une épreuve, une sacrée épreuve. On peut comprendre que certains couples d'ailleurs divorcent, se séparent. Ouais. Pendant une PMA. Ouais, tout à fait. Et quand on est en PMA, justement, comme on se sent un petit peu isolé, un petit peu seul, moi c'était mon cas, j'avais pas de
de copines, et tant mieux pour elles, qui traversaient ce parcours-là, mais on va sur les forums pour se rassurer un petit peu. Enfin, c'est quand même un des seuls liens qu'on peut avoir avec nos pairs, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même très régulier dans ce genre de forum qu'il y ait une des nénettes qui annonce bah voilà, nous ça s'arrête là, pas parce qu'on n'a pas eu d'enfants, mais parce que en fait le couple éclate. Donc c'est vrai que il faut avoir un couple très solide, je pense, pour commencer et puis finir un parcours PMA. Ça peut renforcer le couple, mais ça peut aussi bien l'éroder. Oui, surtout qu'effectivement, hein, donc la stimulation ovarienne avec ces hormones crée effectivement de gros troubles de l'humeur. Oui. Ah, donc quand tu dis 90%, oui, je suis d'accord avec toi que c'est une grande partie. Et puis il y a toute cette charge psychologique aussi, parce que voilà, on se sent pas comprise dans son couple. Et puis on est aussi confronté aux copines du même âge qui tombent enceintes ou des personnes de la famille. Comment est-ce que tu réagissais par rapport à toutes ces femmes qui tombaient facilement enceintes, et alors pire, des femmes qui ne voulaient pas d'enfants et qui tombaient enceintes sans le vouloir. Ce sont des choses qui sont difficiles. Bah, c'est vrai qu'en 4 ans, enfin 2 fois 4 ans, puisque j'ai eu mes 2 enfants par FIV, j'ai eu l'occasion en effet de voir tous ces cas de figure, que ça soit la copine qui tombe enceinte au premier cycle, alors qu'elle fume comme un pompier, alors qu'elle n'a pas une hygiène de vie nickel, que ça soit la copine qui en veut pas, qui avorte pour la 3e fois, et qui a entièrement le droit, et heureusement qu'on a le droit, etc. Mais c'est vrai que du coup ça... Évidemment, il y a la notion d'injustice qui émerge de façon insidieuse dans ces cas-là, et qu'on peut pas contrer, en fait. Enfin, je veux dire, ça nous envahit parce qu'en plus on est sous hormones, et en plus on n'a pas cette faculté de distanciation qui nous permet justement de se réjouir du bonheur des autres, alors que nous on a l'impression d'être en plein malheur depuis des années. Donc c'est compliqué à gérer. Puis moi j'étais en maternelle, donc j'étais prof en petite section à l'époque, enfin j'avais une petite section et une section, donc il m'arrivait de voir des enfants en petite section arriver en grande section, avec la maman qui attendait le 2e ou 3e, et trop bien pour eux, mais du coup moi j'ai connu toute la fratrie et j'avais toujours pas d'enfants, et donc cette confrontation fait émerger des sentiments et de la négativité qu'on n'a pas forcément envie de ressentir, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir dans ces moments-là, parce qu'on est plus soi-même réellement. Enfin voilà, notre corps physique, notre psychologie n'est plus celle qui était avant, et ouais, on a plus cette faculté de retrait et de distanciation qui peut être là en temps normal pour affronter les épreuves. Donc c'était compliqué. Puis moi j'ai vraiment toutes mes copines qui sont tombées enceintes toutes au même moment, et d'autres qui attendaient le 2e et tout ça, et donc c'était j'avoue avoir prié quelquefois pour avoir une copine qui galère juste 6 mois pour me comprendre un petit peu. parce que voilà, c'est des expériences comme n'importe quelle expérience un petit peu douloureuse, tant qu'on les a pas traversées, on les comprend pas. Et c'est aussi, comme je te disais, pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre témoignage qui permet, j'espère, en tout cas c'est le retour que j'ai eu, de comprendre un petit peu ce qui est vécu émotionnellement et psychologiquement dans ces parcours-là, de l'intérieur. Oui, parce que tu parles des copines où tu te sentais pas nécessairement comprise, et puis il y a tous ceux et celles qui ne savent pas et qui disent, enfin, ça fait quelques années que vous êtes ensemble, alors et vous, c'est pour quand? Oui, bah ça évidemment c'est des phrases types de comptoir qui sont là, et voilà, et qui tissent du lien social, mais qui font mal quand en effet on n'a pas l'historique du parcours de celle qu'on a en face. Mais alors ça te touche les 3-4 premières fois, puis t'as des moments où ça te touche plus parce qu'en fait t'as décroché, et t'arrives à ne plus entendre ce genre de choses, ou voilà. Mais c'est vrai que t'as des petits rappels réguliers. 32 ans déjà, toujours pas? Non? Faut pas tarder, hein. Et là, t'as juste envie de lui montrer ton classeur qui fait genre 300 pages d'examen, de trucs comme ça, de dosage hormonaux, de rendez-vous, et lui dire si, t'inquiète pas, ça fait 4 ans, on bosse dessus, hein, c'est dans les dos. Donc oui, c'est un peu compliqué, cette charge sociétale de course à la reproduction qui est insidieuse et qui revient régulièrement, même avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer, en effet. Et le fait de devenir un objet de soin, certes, mais un objet pour la médecine, comment tu as vécu ça?
Ouais, ben alors c'est vrai que pour cette première fille, donc que je raconte dans ce livre, alors j'étais moins féministe que maintenant. Maintenant je le suis beaucoup, je me suis beaucoup documentée tout ça. J'ai beaucoup lu, écouté, rencontré, et c'est vrai que je me suis aperçue quand même. Donc c'était il y a 12-13 ans que à partir du moment où on entrait en PMA, notre corps devenait un bien public, enfin appartenait au domaine public, enfin, c'est l'impression que j'en avais, et qui me chiffonnait pas plus que ça, hein. C'est là que je me dis c'est terrible quand même, ça me chiffonnait pas qu'on me demande même pas si ça y est, on pouvait me mettre un spéculum, ou ça y est, si on pouvait... Enfin, je veux dire, j'arrivais, j'écartais les jambes, et puis après, bah voilà, c'était, ils faisaient leur boulot, et en effet, j'étais plus un objet, hein, clairement. Mais c'est vrai que j'ai pu voir une sorte de transition entre la première FIV et la deuxième que je raconte dans un autre livre, sur les pratiques médicales et la prise en compte du corps féminin, qui était quand même, à mon sens, bien plus bienveillante et plus humaine quelques années plus tard, ou que ça soit homme ou femme que j'avais en face, gynéco, sage-femme, maïoticien, quel que soit le personnel médical qui m'examinait, où il y avait toujours une petite parole, une petite demande, est-ce que je peux y aller maintenant, vous me dites si ça fait mal, enfin dès que ça va pas, vous me dites, et puis on arrête. Alors vraiment une prise en compte du corps et aussi de la parole de la patiente, quoi, enfin qu'il y avait une réunification du corps et de l'esprit, et que justement on n'était plus objectifié, enfin j'avais l'impression d'être moins objectifié que lors de la première FIV, où aussi je découvrais tout, hein, de la PMA, donc pour moi j'avais pas de recul, genre c'était normal pour moi d'écarter les jambes, et que voilà, que mon corps soit un outil de travail pour la médecine, et que voilà, j'avais pas cette distance là aussi. Mais donc bon, ça va dans le bon sens, donc c'est quand même rassurant. C'était avec la même équipe? C'était pas la même, non, parce que j'étais suivie, enfin c'est avec le même gynécologue que j'ai fait la deuxième FIV, mais j'étais suivie à Rennes. Donc il y a peut-être un aspect géographique. Est-ce que les Bretons sont plus féministes ou prennent plus en compte le corps féminin? Je n'en sais rien, mais non, j'ai quand même eu l'impression que c'était quand même assez globalisé cette prise en compte, hein. Merci MeToo. Il y a peut-être un MeToo de la PMA bientôt, je sais pas. Mais non, ça a été appréciable en tout cas. Et le premier parcours, c'est quand même marathon, hein, puisque c'est 4 ans. Et le deuxième aussi, donc, puisque ton deuxième enfant est aussi arrivé par FIV. Et c'est aussi un parcours de 4 ans. Ouais. Ça fait un long parcours. Si on additionne, c'est 8 ans. Ça fait long. Après, c'est vrai que quand on vogue sur les forums, quand on rencontre des gens, on s'aperçoit qu'il y a bien plus long. Il y a plus court, mais il y a bien plus long également. Avec en plus pas forcément la finalité attendue, donc le bébé. Donc oui, 4 ans ça paraît long quand on est une impatiente compulsive comme moi, mais ça m'a appris justement à travailler sur cette impatience. Et après, ce qui était surtout c'est 4 ans, mais enfin ça passe vite et pas vite, mais tout est jalonné d'examens, d'injonctions, enfin notre quotidien est cadré en fait, que ça soit le quotidien intime, le quotidien professionnel, tout est segmenté en fait. Donc c'est un marathon mais avec plein d'étapes. Et en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter à n'importe quelle étape, bien avant d'avoir le bébé, si on n'arrive pas à produire des ovocytes, si on n'arrive pas à ovuler correctement, donc en fait, c'est un marathon, mais c'est peut-être même un ultra trail, hein, je dirais. mais c'est vrai que, on s'aperçoit à quel point ça peut être envahissant. Enfin, moi j'ai eu la chance d'être dans l'éducation nationale, donc de facilement avoir pu poser, enfin pas poser, mais ça soit pris en compte, en tout cas au niveau ressources humaines, que je suis en parcours PMA, j'ai le droit d'aller à tel endroit, à tel moment, parce que j'ai un examen. Mais c'est vrai que... Et j'étais à Paris à l'époque, donc tout était proche, mais je pense à des copines qui habitent en campagne, dans des régions beaucoup moins dotées en hôpitaux ou en prise en charge PMA, et là c'est encore un autre parcours, pour peu qu'elles aient un métier prenant également. Enfin chaque parcours est différent, mais je pense pas avoir eu le pire des protocoles, enfin en tout cas le pire des
enfin j'étais dans la bonne région et j'avais le bon métier entre guillemets pour avoir accès à ça sans trop de douleur et sans trop de pression. J'avais pas un boss qui me disait t'es encore pas là ce matin. J'avais que à rendre compte aux parents, hein, que d'ailleurs j'ai mis dans la confidence très rapidement en disant je vais être là pas souvent parce que je suis pas souvent, je vais être absente de temps en temps parce que je suis en protocole et j'ai pas le choix. Il y a eu beaucoup de compréhension finalement. Non, c'est pour ça que c'est voilà, qu'il faut toujours en parler en fait. Ils se sont dit non mais cette dame-là elle doit aimer nos enfants puisque malgré qu'elle se tape des tas de mioches comme ça, elle veut quand même un enfant. Elle veut quand même en avoir, donc ils n'ont pas complètement en effet noyé son instinct maternel sous leurs cris et leurs disputes incessantes pour avoir le meilleur Lego du monde. Tout à fait. Dans ces deux parcours que tu as vécu, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles dans le deuxième et plus faciles dans le deuxième, puisque tu parles de ce deuxième où tu dis la considération qu'on a eue pour moi était plus importante dans le deuxième parcours et ça du coup c'était plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui étaient plus faciles? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus difficiles par rapport au premier? Alors le fait peut-être de savoir à quelle sauce j'allais être mangée, tu vois, de connaître les étapes, de savoir bêtement lire pas une ordonnance si, mais aussi un récapitulatif de mes dosages hormonaux, de savoir en fait de savoir un petit peu interpréter les résultats moi-même sans forcément devoir faire appel à une amie de médecin ou quelque chose comme ça, d'avoir l'impression de connaître les protocoles et tout ce qu'induit la maîtrise mentale, ça donne déjà du contrôle, même si on n'a pas du contrôle sur les événements, mais en tout cas sur l'information. Sur l'information, voilà. Après, ce que j'ai trouvé plus dur, c'est que finalement, pour le livre Félicitations, c'est une FIV, c'était compliqué de découvrir, de machin, l'impatience, les émotions, je découvrais, donc tout était découverte, mais la grossesse en elle-même, je suis tombée enceinte dès la première fécondation in vitro, donc ça c'était déjà formidable, et ma grossesse s'est passée comme une lettre à la poste, c'était vraiment une grossesse idéale, j'étais épanouie et tout ça. Mais pour le deuxième, j'ai eu, donc on avait des embryons congelés, qu'on avait pu congeler lors de la première FIV, et donc là j'avais eu des réimplantations d'embryons congelés mais qui ont donné des fausses couches, l'une à 3 mois, l'une à 1 mois, donc du coup j'avais c'est plus que je me disais même si je tombe enceinte, tout peut s'arrêter, et donc j'étais pas sereine pour la seconde grossesse, parce que je me disais tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, donc j'avais l'épée de Damoclès jusqu'à tenir mon bébé en pleine forme dans mes bras, donc j'étais plus angoissée moins pour le parcours, mais plus pour la grossesse, pour le deuxième enfant, parce que j'avais eu d'autres épreuves qui n'étaient pas liées à la PMA pour le coup, mais j'avais eu d'autres épreuves qui me mettaient moins à l'aise par rapport à la grossesse, quoi. Qu'est-ce que tu leur as dit à tes enfants? Ils sont quel âge maintenant? Ils ont, alors le premier a 11 ans et la deuxième a 7 ans. Est-ce qu'ils savent? Oui. Très tôt, en fait. Puis il y a des petits bouquins qui sont très bien faits sur la PMA, donc ça n'a jamais été tabou, de toute façon on en a parlé assez aisément avec les copains, la famille, donc on leur a très rapidement dit d'où ils venaient, comment ils avaient été faits. Ils sont absolument fiers d'avoir chacun un livre qui raconte leur périple avant même d'être nés. On leur a dit la vérité, tout simplement. Alors qu'est-ce que tout ça t'a appris sur la vie, sur toi? Sur la résilience. Sur la résilience. La fameuse résilience. Déjà que j'étais plus patiente que je ne pensais l'être. Et en fait, ça t'apprend plein de choses sur toi-même, de pas voir les choses tout de suite, ça m'a appris aussi à me distancier de mes émotions. Alors tu vois, je parle beaucoup des émotions dans le premier livre parce que je suis en plein dedans et je les maîtrise pas, je sais pas comment ça se passe, je sais pas pourquoi quand j'ai plus d'hormones je suis comme ça, et je sais pas comment fonctionne ma psychologie dans ce cas-là, et donc voilà. Mais dans le deuxième parcours, du coup, c'est vrai que j'appréhendais avec un peu plus d'empirisme cet aspect-là, donc du coup de me connaître un peu mieux moi-même, mes réactions, de connaître l'autre également, de voir un petit peu comment il réagit sous l'épreuve, comment
comment le couple aussi se soude ou ne se soude pas, mais ça nous a appris énormément aussi sur notre couple, notre faculté à contrer l'épreuve, puisqu'on en a eu d'autres d'un autre genre par la suite, mais du coup ça, et puis ça t'apprend aussi qu'en fait bah tu meurs pas à la fin, donc tout va bien. T'es juste renforcé et donc ça, je pense que ça donne beaucoup de force avec un enfant ou pas, mais de sortir d'un parcours comme ça te donne un ancrage plus fort sur terre, quoi. Alors, ce que tu as aussi remarqué, c'est que des personnes qui ne sont pas parvenues à avoir un enfant, que ça peut aussi donner des ruptures dans les couples. Ouais. Bah oui, toujours sur les forums, mais en visuel aussi, parce que j'ai rencontré du monde pour des documentaires ou des choses comme ça, où il y avait tous les cas de figure, des gens qui s'étaient séparés, des gens qui étaient restés ensemble, mais en effet, je pense que sur la PMA va mettre un petit peu en exergue tous les défauts de l'un et l'autre, c'est chouette de voir comment réagit l'autre devant l'adversité, mais on peut être parfois déçu, clairement. Et du coup, ça va créer des failles, je pense, peut-être dans le couple à venir. Nous, je sais que ça a peut-être été le cas. On est tout de suite rentré en PMA alors qu'on se connaissait pas depuis très longtemps. On n'a pas eu cette insouciance du couple, cette naïveté, cette légèreté que peuvent connaître d'autres couples pendant plusieurs années avant de se mettre à procréer. Donc je pense que ça peut être à double tranchant, la PMA, en fait, tout simplement. Ça peut montrer le meilleur de nous-mêmes, mais ça peut aussi montrer des côtés plus sombres, et le tout étant de savoir si on accepte les côtés sombres de l'autre ou si on les accepte pas, et si on les accepte pas, ça peut en effet donner des ruptures, ce qui a été notre cas. Alors c'est la PMA, mais je pense que c'est multifactoriel de toute façon, mais ça peut ça peut scinder un couple comme ça peut le renforcer. Tu as connu des couples que ça renforçait? Ouais, mais des couples qui, je pense, étaient peut-être très solides à la base aussi, et qui ont su correctement dialoguer, pas reprocher inconsciemment des choses à l'autre, ou en tout cas, s'ils le reprochaient, pouvoir le verbaliser, qui ont suivi aussi peut-être des thérapies de couple, parce que c'est quelque chose qu'on propose aussi en PMA, d'être suivi psychologiquement pour passer l'épreuve. Donc oui, oui, il y a plein de couples que ça a renforcé, et d'autres non. Mais c'est pas grave, c'est la vie, hein. Oui, tout à fait. Et puis ce que moi je remarque aussi, c'est que les couples qui ont un projet d'enfant, si ce projet n'aboutit pas, le couple a du mal à survivre à cette épreuve. Après, évidemment, chaque personne va refaire sa vie, mais sachant que l'un ou l'autre ou que les deux ne sont pas en mesure d'avoir des enfants, eh ben les couples suivants vont partir sur d'autres bases, avec d'autres projets, et ces couples-là vont pouvoir fonctionner, mais c'est aussi compliqué. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est la sexualité, mais ça doit aussi avoir un impact important, ces parcours PMA sur la sexualité. Bien sûr, c'est tout sauf spontané. Donc comme je te disais, on s'était rencontrés quand même très peu de temps avant, 1 an et demi avant de commencer la PMA. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de devoir prendre sa température tous les matins pour contrôler son ovulation, de devoir dire à l'autre non, pas aujourd'hui, parce que dans 3 jours tu fais un recueil de sperme, et du coup il faut une abstinence de 3 jours, ou quand t'as des inducteurs d'ovulation médicamenteux, de limite mettre une alarme sur ton téléphone en disant 18h ce soir c'est ton soir. Donc en fait il y a plus de plaisir du tout, on est juste 2 instruments corporels qui sont là pour se reproduire, et du coup il y a plus de sensualité, il y a pas de, j'imagine que si, il y a des couples qui arrivent à trouver de la sensualité dans les injonctions qui sont celles de la PMA, mais comme ça dure longtemps quand même ces injonctions, c'est un petit peu, ça casse un petit peu donc je pense que c'est intéressant en PMA de faire des pauses régulièrement, même si on se dit je suis en train de perdre 6 mois, je suis en train de perdre 1 an, de s'accorder du répit corporel, psychologique, et de retrouver un petit peu la saveur du couple originel, parce que on est quand même dans un carcan qui est un peu lourd en tant que couple quand on est en PMA. Oui, et en même temps,
il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi, j'approche des 35, 36, 37 ans, ou alors, mes hormones, c'est pas terrible, bon, vaut mieux, y aller tout de suite, un mois de perdu, c'est un risque, hein, donc c'est aussi cette pression qui est là. Ouais. Ah bah oui, la pression sociétale de l'horloge biologique, enfin, sociétale et l'horloge biologique, hein, qui est pas une pression sociétale, mais biologique. Oui, c'est compliqué à gérer. Moi, je te dis ça, faut faire des pauses, mais j'étais la première à dire, hop, allez, je prends rendez-vous pour la prochaine phase, parce que là, j'en ai marre d'attendre. Mais si on a le temps, en tout cas, je pense que c'est intéressant de faire des pauses. Mais c'est vrai que la société nous rappelle très régulièrement, par des petites phrases, comme on parlait tout à l'heure, bien pensé, alors, toujours pas, bah, t'approches des 35 ans, enfin voilà, ce genre de petites phrases. Mais quoi, t'en veux pas? Mais toi, t'en veux pas? Non, mais attention, c'est l'horloge biologique. C'est ça. Oui, c'est le genre de phrase qu'on retrouve dans les forums, en disant, vous savez pas quoi, 10e fois de la journée qu'on me la sort, celle-là, j'en peux plus. Donc ouais, c'est des... les femmes portent beaucoup, hein, parce qu'on dit pas ça à l'homme. Hein. On dit ça à la femme de 35 ans, mais l'homme de 35 ans, il a le temps. Regardez Eddie Barclay. Donc c'est c'est une petite charge mentale en plus que on nous rajoute, qui est pas forcément la bienvenue, mais ça peut pas changer les gens du jour au lendemain. Et puis c'est pas grave, ça fait travailler sur soi-même aussi. Alors c'est quoi les tops et les flops, hein, de ces deux filles, hein, donc que tu mets, que tu retiens? Bah le top, j'ai eu mes 2 enfants, donc voilà, je suis quand même une maman comblée, et puis évidemment ils sont formidables. Les flops, je dirais c'est un repas que j'ai fait chez ma meilleure amie, enfin une de mes 2 meilleures amies, qui habitait Paris à l'époque, qui donc avait déjà un petit enfant, et qui nous invite à un repas de groupe, avec d'autres couples d'amis à elle, que je connais un peu mais pas plus. Donc on arrive avec mon conjoint de l'époque, et donc le père des 2 enfants, où on voulait vous le dire avant que les autres arrivent. Voilà, j'attends le 2e, c'est super, champagne, voilà, on ouvre le champagne. Un autre couple arrive, qui avait déjà un enfant aussi. Voilà, on voulait vous annoncer qu'on a le temps le 2e. Oh super, champagne. Donc là, je commence à beaucoup boire en général dans ce cas-là, et mon conjoint de l'époque également. Et le 3e couple arrive en disant voilà, on vous annonce qu'on attend le 2e, c'est super. Donc les couples se congratulent tous entre eux, et nous on est là en faisant bonne figure, mais en se disant mon Dieu, nous n'appartenons pas à ce groupe, et c'est dur de pas appartenir à un groupe dans ce cas-là, parce qu'on est humain et que l'appartenance au groupe, ça fait partie des fondamentaux. Et du coup, c'était compliqué à gérer ce soir-là, d'enchaîner les bonnes annonces, mais on a enchaîné les coupes de champagne du coup, et heureusement qu'il y a le métro dans ce cas-là, parce que je pense qu'on se serait fait retirer le permis sans aucun doute. Voilà, c'était le flop de la PMA. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter pour terminer? Eh ben, peut-être à ceux et celles qui traversent ce genre de parcours, d'essayer de prendre de la distance, mais c'est facile à dire, parce que moi on me disait ça aussi en plein parcours, et j'arrivais pas à le faire forcément, c'est plus facile après coup. Mais comme on disait tout à l'heure, de s'accorder du répit, et de se dire tant pis, je perds 2 mois, mais je perds 2 mois et c'est pour moi, pour mon couple, et je pense pas à la PMA, ou alors j'ai d'autres projets, et j'essaie de pas me focaliser, et de me dire que je serai pas moins femme si j'ai pas d'enfant, si malheureusement la PMA n'aboutit pas à ce que je veux, de se dire que on n'est pas que des parents, on peut être autre chose et faire plein d'autres projets, mais de garder espoir quand même, parce que la PMA c'est quand même une belle carotte que nous offre le progrès, donc d'y aller, et puis je sais pas, peut-être d'acheter mon livre s'ils veulent rire un petit peu et se distancier par procuration. Et on espère que le tome 2 va bientôt sortir. Ben oui, peut-être chez Execo Éditions. On verra ça. En effet. Eh bien, un grand merci Karine. Merci à toi Evelyne. Et donc franchement, je l'ai dit en toute honnêteté, lisez ce livre, il est vraiment drôle,
ce sont des petits bonbons, hein. Tes livres, on avait déjà parlé sur cette chaîne de Lamu, qui est aussi un roman remarquable sur toute ton évolution, on va dire spirituelle, suite au décès de ton frère et de tout ce qui t'est arrivé à ce moment-là et dans les suites. Donc, j'en en dirai pas plus. Hein. Il manque à aller écouter la vidéo et à lire ce livre, Lamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne, et bonne journée. Et peut-être à une prochaine sur Résilience Fille. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.